Bonjour à toutes et à tous, je me présente en deux mots, je m'appelle Patrice Pisateri, je suis délégué bénévole de la Fondation du patrimoine de Normandie depuis 4 ans, plus spécialement en charge de la métropole de Rouen et de son arrondissement. Et je vais vous proposer cet après-midi une visite tout à fait exceptionnelle sur le site des ateliers Budicom à Sotteville-les-Roux. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Budicom, c'était un ingénieur anglais qui a œuvré pour construire les premiers ateliers de fabrication, parmi les premiers ateliers de fabrication de locomotives en France, et c'était à l'occasion de l'inauguration de la ligne qui allait de Paris à Rouen vers 1840. Et les premiers ateliers avaient été installés tout près d'ici à Petit-Quevilly, et en 1845, ils ont été transférés à Sotteville, sur le site où nous nous trouvons, pour devenir un site vraiment majeur à la fois pour la construction et l'entretien des locomotives. Ce site a été racheté ensuite vers 1860 par la Compagnie de l'Ouest. En 1938 par la SNCF, mais le nom Budicom est toujours resté. Malheureusement, la guerre est arrivée tout de suite après et peu avant le débarquement de Normandie du 6 juin 1944, il y a eu un terrible bombardement le 19 avril 1944 qui visait à la fois les ateliers, la gare de triage, et donc dont le but était bien sûr d'entraver les mouvements ferroviaires, notamment de l'armée allemande en direction du lieu du débarquement. Et ce jour-là, une bonne partie de la ville de Sotteville a été détruite avec de très très nombreuses victimes et, comme vous vous en doutez, des dégâts très importants sur ce site. Malgré tout, un certain nombre de bâtiments ont été préservés, dont ce qu'on appelle l'atelier 40 qui se trouve derrière moi, qui a été construit, je crois, vers 1860, qui est tout à fait exceptionnel, on le verra tout à l'heure à l'intérieur, à cause de sa charpente en bois d'origine qui est soutenue par des colonnes en fonte. Et à la suite, un atelier plus tardif, l'atelier 41, qui a été construit vers 1880 et qui malheureusement a été partiellement détruit par un incendie en 1992. On espère qu'un jour, bien sûr, il pourra être restauré. Et ce qu'on ne voit pas, c'est à la suite un autre atelier qui a été occupé depuis les années 1990 par un des plus importants centres nationaux des arts de la rue, qui s'appelle tout simplement l'atelier 231 et qui est en valeur notamment tous les ans grâce au magnifique festival des arts de la rue de Sotteville qui s'appelle Vivacité au mois de juin. Au moment de l'année 1983 où un Sottevillais passionné qui était, je crois, conducteur de locomotive, monsieur Henri Villaume, c'est ça, se désolant de voir les dernières locomotives à vapeur disparaître, a décidé d'en restaurer une que nous allons visiter tout à l'heure, qui est la Pacifique 231, construite vers 1922 dans des ateliers de Nantes. Et à la suite, il a pu regrouper plusieurs dizaines et plus tard encore des centaines de bénévoles qui ont œuvré, bien sûr avec l'accord de la SNCF, pour œuvrer ce magnifique matériel. Et le travail continue aujourd'hui et je vais vous proposer de continuer cette visite tout à fait exceptionnelle grâce à mon ami Monsieur Rachet. Voilà, je vous passe la parole, Monsieur Rachet. Oui, bonjour, donc je me présente Alain Rachet, membre de l'association Pacific Vapor Club depuis le tout début, depuis 1983, et également mécanicien de la Pacifique. Donc si vous voulez bien, on va entrer dans l'atelier. Alors suivez-moi. Là ici nous avons la 150, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Nous allons d'abord aller voir la Pacifique. Voici l'atelier, vous pouvez regarder en passant la fameuse charpente dont a parlé M. Attention. Attention parce qu'il y a des pièges dans l'atelier. Donc ici, nous avons la 150, et là nous avons derrière la Pacifique, ou du moins ce qu'il en reste pour l'instant, c'est-à-dire son châssis et les cylindres. Bien sûr, autour, nous avons tout un tas de pièces qui sont en cours et d'entretien, voire de remontage. Donc voilà, tout le châssis qui a été bien décapé, repeint et tout,
il est prêt à recevoir sa chaudière qui, elle, est partie dans une entreprise pour travaux assez importants, notamment, entre autres, aussi la réfection des tubes, tout ça. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites. Par exemple, là, on a un piston de haute pression qui vient ici. Donc tout ça, ça a été refait, là, les tiges rechromées, réalisées, tout ça c'est bien à la cote. Là, vous voyez les segments tout neufs, ça a été fait sur les 4 cylindres. Donc ce genre de travaux qu'on fait. Là aussi par terre, vous avez les boîtes d'essieux, hein, c'est ce qui fait la liaison entre l'essieu et le châssis. Elles ont été toutes vérifiées, bien décapées. Bon, il y en a certaines qu'il va falloir refaire et découssiner parce qu'ils sont usagés. En plus, il faut remettre à l'intérieur ce qu'on appelle du régule, c'est-à-dire un métal très tendre qui fait le frottement avec l'essieu. Donc tout ça, c'est de l'usinage. Après, il faut remettre aux cotes et c'est au centième. Donc voilà, tout ça, ça fait pas mal de boulot. Pour ceux qui ne savent pas vraiment pourquoi, les Pacifiques, qui sont ce type de locomotive, ce sont les 231, c'est la numérotation SNCF, 231. Alors pourquoi 231? Parce que c'est le nombre d'essieux. Le 2 correspond aux 2 essieux porteurs qui sont à l'avant, qui se trouvent à ce niveau-là. Le 3, ce sont les 3 essieux moteurs, les grandes roues, dont un est là d'ailleurs, qui se trouvent là, à chaque endroit. Le 3 et le 1, c'est l'essieu porteur qu'on voit à l'arrière, qui est un essieu porteur à l'arrière. 231. Voilà, c'est la numérotation des locomotives. On parlera tout à l'heure de la 150 qui est à côté. Elle, c'est un essieu porteur à l'avant, 5 essieux moteurs à coupler et pas d'essieu à l'arrière. Donc on met un 0 quand il n'y a pas d'essieu. 150. Voilà. Ça, c'est une petite précision sur le matériel. On va s'avancer un petit peu par là pour voir. Vous voyez, il y a beaucoup de choses en cours. On a une voiture voyageur qui est en cours de restauration. Et là, un des essieux dont je vous parlais, qui est tout beau, tout refait, qui n'attend plus que retourner à sa place sous la locomotive. Alors celui-là, il est très important parce qu'en plus, il s'est fait vilebrequin, il reçoit les bielles motrices basse pression qui sont à l'intérieur du châssis. Donc très important, et il doit faire quelque chose comme 5 tonnes 5. C'est encore du lourd. Et si vous voulez, on va aller voir au fond. Nous avons le cendrier de la locomotive qui, lui, a été bien reconstitué, réassemblé pour voir si tout va bien. Il est repeint, il n'attend plus non plus que d'être reposé. Alors vous voyez, hein, il y a des pièces, il y en a partout. Ça, c'est des tôles de la locomotive. Donc vous voyez, le cendrier, il est là. Voilà donc le cendrier qui se trouve bien sûr sous la grille. C'est là où on fait le feu avec le charbon. Les cendres, bien sûr, elles tombent dans le cendrier et non pas sur la voie, sinon on mettrait le feu partout. Et puis périodiquement, il faut le vider. Ça, c'est une opération qui est assez délicate et assez fatigante d'ailleurs. Donc voilà, lui, il n'attend plus aussi qu'à être remonté. La voiture, là, elle a encore beaucoup de travail qui nous attend. Donc voilà le cendrier. Cette voiture-là, elle a été un petit peu mise en attente parce qu'on avait beaucoup de travail sur la locomotive, mais là, ça avance un petit peu. Il y a eu beaucoup de choses de reprise dedans, hein, à l'intérieur et aussi. Donc le matériel roulant, ça représente aussi un gros travail. Et bien sûr, des finances aussi. Mais beaucoup de travail. Surtout, c'est du matériel qui roule sur le réseau national, et donc nous sommes tenus de respecter toutes les règles, toutes les normes de sécurité, tout ce qui est roulement et tout ça, c'est les mêmes contraintes que la SNCF elle s'impose pour son matériel. Donc là, on rigole pas avec ça. Ça, c'est la sécurité. Donc voilà, on va peut-être continuer par là, tranquillement. Alors, comme je vous disais, vous voyez, des pièces, il y en a partout. Parce qu'on a démonté toute la chaudière, et c'est là qu'on savait qu'il y en avait beaucoup, mais il y a vraiment beaucoup de tuyaux. Alors, oui, entre autres pièces que nous avons refait, on a eu la mauvaise surprise de constater que nous avions une grande fissure sur une roue
une roue motrice de la locomotive. Enfin, ce sont les ateliers en Allemagne de Meiningen qui ont découvert ça. Et comme c'était irréparable, ils nous ont proposé de refaire une roue, chose qui a été faite. Il y a eu une roue de refondue, et puis voilà, tout bien usiné. Et tout ça, ça a été remonté, et c'est revenu chez nous. Elles sont à l'attente sur le côté là-bas. On passera peut-être devant quand on va ressortir de l'atelier. Alors, pour ça, il y a beaucoup de domaines dans les réparations. Hein. Il y a la chaudière, je vous dis, d'un côté qui est partie. Il y a les pistons, là, vous avez vu, avec tous les segments et tout ça. Il y a tous ces appareils, les roues, parce que c'est très, très, très important. C'est des cotes aussi, ça paraît pas, ça fait 1,94 m, mais il y a des cotes très, très précises sur tout ça. Donc ça, c'est les appareils de levage pour pouvoir lever la locomotive. Parce que quand on est obligé de la lever pour remettre les roues, hein, parce qu'il faut que ça passe dessous. Alors vous voyez, on la lève presque jusqu'à la charpente. Vous voyez, là aussi, il y a encore beaucoup de pièces par là. Toujours ce qu'on a disposé en attente, là, les ressorts. Ça fait partie de ce qu'on appelle le bicelle, c'est l'essieu arrière qui pivote, qui a un bras pour pivoter, qu'on voit ici, tout ce châssis est là. Il faudra remonter aussi tout ça, bien sûr. Voilà, il y a un autre piston haute pression qui se trouve là. On les avait montés, on était obligé de les redémonter pour reprendre tout un tas de cotes pour bien aligner le châssis. Alors c'est des boulots de précision aussi, ça. Là, vous avez des tuyaux pour le graissage. Voilà. Pareil, il y a beaucoup de tuyaux, il va falloir qu'on s'occupe de ça aussi. Là, voilà les deux autres essieux moteurs. Avec ici la roue qui a été refaite. Ça, c'est une roue qui a été refaite entièrement. Alors, bien sûr, c'était décalé. Et puis, les roues ont reçu des bandages neufs. Le bandage, c'est ce qu'il y a autour. Ce que j'appelle couramment, moi, des pneus en fer. Hein, voilà, c'est ni plus ni moins ça. C'est la partie, en fait, qui s'use de la roue. Quand c'est trop usé, on l'enlève de sur la jambe. Voilà. Ici, comme nous sommes à côté, on va pouvoir dire quelques mots de la 150. Alors tout à fait, Monsieur Rachet, d'abord je voudrais vous remercier pour ces explications absolument passionnantes. On pourrait vous écouter des heures et des heures à parler de la Pacifique et de ses wagons. Donc nous sommes ici devant la locomotive 150 P13, qui est plus récente que la Pacifique 231, puisqu'elle date, je crois, de 1949. 41. Ah, 41. En pleine guerre, alors. En pleine guerre, oui. D'accord. Oui, oui. Et si je ne me trompe pas, c'est toujours propriété de la SNCF et oui, ça a été mis à disposition de l'association Pacific Vapor Club, qui est en charge de toute cette merveilleuse aventure. Donc cette nouvelle locomotive fait partie de la deuxième tranche de la collecte envisagée par la Fondation du patrimoine pour vous aider à restaurer tout ce matériel. Alors il faut savoir que la Fondation aide l'association Pacific Vapor Club depuis une quinzaine d'années, je crois. Il y a eu 4 collectes successives. La dernière qui est en train de se terminer, mais qui n'est pas close, donc vous pouvez toujours continuer à faire vos dons, bien entendu, a porté notamment, je crois, sur la restauration de la chaudière, ouais, qui est un travail assez considérable, puisque, comme vous l'avez vu, la locomotive Pacifique 231 a été entièrement démontée pour révision. C'est ce qu'on peut appeler la révision centennale. Des 100 ans, la révision des 100 ans, voilà. Et donc la nouvelle collecte devrait se subdiviser en 2 parties. L'une pour achever la restauration de la Pacifique 231 et pour entamer celle de la nouvelle loco 150 P13 avec d'abord, je crois, des études techniques. Oui, voilà, pour voir la faisabilité de ce qu'il y a à faire. Et l'association, je crois, se donne à peu près 3 ans pour pouvoir remettre en service ces 2 locomotives et oui, restaurer aussi les voitures que nous allons voir tout à l'heure. Oui. Car sans voiture, les locomotives... Ça parle grand-chose. C'est bien, mais voilà. C'est certain. Tirer un train, voilà. L'inverse est vrai aussi. L'inverse est vrai aussi. Tout se tient. Voilà. On va peut-être continuer à l'extérieur. Alors c'est quand même imposant comme matériel. Elle est à peu près de la même taille que la Pacifique.
vrai aussi. Tout se tient. Voilà, on va peut-être continuer à l'extérieur. Alors c'est quand même imposant hein, comme matériel. Elle est à peu près de la même taille que la Pacifique. Grosso modo, c'est un peu la même chose. Là maintenant nous sommes dehors, donc nous allons pouvoir jeter un œil sur le matériel remorqué, justement les voitures voyageurs, qui aussi demandent beaucoup de travail, beaucoup d'entretien. Comme vous pouvez le voir sur celle-ci, ça vient de démarrer d'ailleurs l'opération de peinture, de mise en peinture. Donc bien sûr décapage, ponçage, de l'enduit et tout sera repeint. Donc c'est quand même un travail assez important aussi. L'autre voiture derrière qui a déjà reçu une couche de peinture, il lui faut encore une deuxième couche. Donc voilà, à terme, celle-ci sera comme l'autre, de la même couleur et prête à rouler. Ça, ce sont des voitures qui actuellement roulent. Elles sont en état de rouler, celles-ci. Alors les bogies, ouais, le bogie c'est le pivot, c'est le chariot qui a un pivot au milieu puis les deux essieux. Donc c'est des parties très importantes ça, parce que c'est ça qui demande beaucoup de vérification. Et notamment sur les voitures plus anciennes que l'on va voir là-bas, nous commençons à avoir des problèmes justement puisque les essieux, il n'y a plus de maintenance de fait sur ce type d'essieux-là. Et si on veut que les voitures roulent, il va falloir refaire d'autres essieux, reconstruire d'autres essieux avec des modifications sur les boîtes d'essieux. Et c'est un peu aussi pour ça que nous allons faire encore appel à la Fondation pour nous aider dans cette démarche, puisque il y a de toute façon des voitures comme ça derrière la locomotive, c'est vraiment superbe. Et alors on en a une qui est au fond de l'atelier qu'on a vu, deux qui sont là-bas, qui elles sont pour l'instant roulent encore. Et nous avons deux autres qui sont garées pour l'instant sur le triage. Et on espère bien d'ici peu que toute la rame soit encore prête à rouler pour faire un train typique des années 30, puisque c'est des matériels des années 30 celle-ci. Celle-ci est un peu plus récente, c'est début des années 60. Enfin, ça lui fait quand même 60 ans. Voilà. Parlons de bogies, puisqu'on en a parlé là, il y a très peu de temps. Ça me fait penser au fameux Boogie Woogie, hein, bien connu des amateurs de musique. Et c'est vrai que ces musiques-là, on rappelle un petit peu le train, avec les mouvements de train, le rythme et tout ça. Et donc, aussi, comme il y en a deux, c'est Boogie Woogie, voilà. Mais voilà à peu près où ça s'arrête peut-être, puisque je ne pense pas que l'un dépende de l'autre. Mais c'était juste pour la petite histoire. Et si c'est important pour les musiciens, les bogies sont très importants pour nous, hein, puisque c'est là-dessus que repose le matériel et qu'il roule à 100, même à 120, puisqu'on roule à 120. Donc je le redis et je le répète, il faut que tout ça soit en excellent état. Là nous avons une voiture assez curieuse qui est en fait une voiture cinéma. Alors dedans c'est une salle de cinéma avec appareil de projection, écran et tout, puis des sièges un petit peu en pente. Voilà, ça servait à une époque pour faire des présentations de films. On va aller au cinéma. Alors je ne sais pas si on va voir grand chose parce que tout est noir. Alors on a essayé d'équiper d'une petite lampe, mais ça fait un peu placeuse. Hein. Bon, je vends pas de caramel ni d'esquimaux. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ah, ouais. Voilà l'intérieur de la voiture cinéma avec tous ces sièges là. Le siège Pullman. Ouais, c'est un petit peu en pente avec l'écran dans le fond. Et ici, derrière vous, eh ben, il y a l'emplacement avec le projecteur. Et donc voilà, c'est une voiture dans laquelle on peut passer des films pendant que le train il roule. Oh là là.
Quel Hein? luxe, quel Alors, luxe. c'est pareil, on a un projet de tout bien remettre en état. Et puis, de s'en servir peut-être au départ à poste fixe pour faire des animations ici dans la cour, quand il y a par exemple les journées du patrimoine ou des choses comme ça. Et puis peut-être, si on a le temps, la remettre, lui refaire l'agrément pour rouler. Et pour projeter des films. Et pour projeter des films, bien sûr. Bien sûr. Ferroviaire. Ah, bien sûr. Ou pas. La Bathumaine, par exemple. La Bathumaine. Ou Les Misérables avec Jean-Paul Belmondo, Voilà, absolument. avec Jean-Paul Belmondo. Qui a été tourné dans l'une de ses voitures. Oui, il y a quelques prises de vue qui ont été faites dans la voiture première classe. Voilà, qui n'est pas là pour l'instant. Exactement. Mais oui, qui a été. D'ailleurs, pour rappeler ce moment-là, les photos dans les petits cadres dans ce compartiment-là ont été remplacées et mises par des photos de Jean-Paul Belmondo lors du tournage. C'était pour lui rendre hommage. Mais absolument. Voilà. Là en face, vous avez aussi une voiture dite voiture saucisson. Voiture construite par les chemins de fer de l'État dans les années 30. Qui malheureusement est restée dehors très très longtemps, donc elle est en état pas très bon état. Mais on va la remettre en état de présentation. Et devant, nous avons une petite 030, enfin il n'y a pas tout, hein. Il manque la cabine, il manque tout un tas de choses. C'est une 030 qui est arrivée avec l'armée américaine, machine numérotée 030 TU. Et il y en a eu beaucoup d'ailleurs de débarqués et on en trouve dans toute l'Europe de ces machines-là. Et il en reste quelques-unes qui sont dans des associations, des chemins de fer touristiques. Donc nous là, on ne roulera pas avec, mais on va la remettre en état de présentation, bien tout nettoyer. Voilà. Alors moi j'ai une anecdote sur la voiture saucisson, puisque vu mon grand âge, j'ai connu le paquebot France et j'ai fait avec ma famille le trajet, alors c'était le trajet retour New York-Le Havre, et à la gare maritime du Havre, il y avait un train transatlantique qui nous amenait à Rouen, enfin qui allait jusqu'à Paris mais qui s'arrêtait bien sûr à Rouen. Et je me rappelle très bien de ces voitures avec les hublots ovales qui m'avaient particulièrement frappé. J'étais gamin à cette époque. Et je crois qu'il n'en reste plus que deux en France de ces voitures-là. Il y a celle-ci et l'autre sont ici à Sotteville. Et l'autre qui est là, qui elle est particulière puisque c'est une voiture qui fait fourgon en même temps et qui a l'arrière très arrondi. On va pouvoir le voir en passant devant. Donc ce sont les deux seules qui restent. Donc ces voitures-là faisaient beaucoup Paris-Cherbourg et Paris-Le Havre. Voici la voiture saucisson avec son arrière très particulier. Donc celle-ci par contre on va la remettre en état et on roulera avec, on fera des trains. Alors c'est une voiture de première classe et à l'extérieur elle est un petit peu rouillée, mais pas tellement, elle est restée à l'abri et l'intérieur est très bien. Donc ça vaut le coup de la remettre en état pour pouvoir rouler. Alors entre autres pour tout ce matériel justement, il y aura on fera appel justement à la fondation pour pouvoir refaire des essieux, puisqu'il faut des essieux particuliers sur ces voitures-là qui ne sont plus entretenus, donc si on veut qu'on roule, il faudra refaire des essieux. Et notamment aussi les soufflets qui permettent de l'intercirculation entre les voitures. Parce que ça reste toujours dehors, ça, et puis après rouler, ça prend l'eau et ça se dégrade, ça s'abîme, et c'est très important l'intercirculation sur les voitures. Donc là on voit bien les soufflets, il y en a un qui est bien replié là, et la voiture postale on l'a enlevé parce qu'on avait besoin, il fallait essayer de le réparer. Et je crois qu'elle date de 1922, elle est de la même époque que la Pacifique, c'est ça? 29. Ah oui, un petit peu plus tard. 1929. Un peu plus tard, d'accord. Ces voitures-là sont de 1935 par là. D'accord. Donc voiture au CEM, on dit au CEM puisque c'est Office Central d'Études du Matériel. En fait. C'était un regroupement de bureaux d'études pour tous les réseaux en France. Comme ça, il faisait qu'une étude, que tout le monde avait besoin du même matériel. Ah oui, avant la création de la SNCF. C'est une sorte d'unification avant la SNCF. Avant la lettre, d'accord. Voilà.
on va peut-être justement aller voir comment c'est à l'intérieur. Alors celles-ci, elles roulent, hein, elles font des trains ces voitures-là. Alors là, il n'y a pas de quai, donc la marche est un peu haute. Donc voiture à compartiment, 10 compartiments avec des portes, des portes coulissantes, avec encadrement en bois, c'est très bien. Et surtout aussi pour les amateurs ferroviaires, sur ces voitures-là, on peut ouvrir les fenêtres. On peut ouvrir les fenêtres et prendre à loisir plein d'escarbilles dans les yeux. Voilà. Et pleurer. C'est le grand plaisir, ça. Voilà. Donc voilà la voiture. Alors il y a beaucoup comme on dit, il y a d'entretien pour les roues, tout ça, mais à l'intérieur aussi, puisque faut quand même maintenir tout ça. Les sièges, tant qu'on n'a pas de dégradation, c'est bien. Mais bon, le matériel il est ancien. Hein. Quelquefois, il y a des petites infiltrations d'eau. Bah pour les personnes qui ne savent pas, le tender, c'est la réserve d'eau et de charbon. C'est là-dedans qu'est le charbon qu'on prend à la pelle pour mettre dans le foyer. Et il y a la réserve d'eau pour alimenter la chaudière, puisque quand on produit de la vapeur, on fait chauffer de l'eau qui se transforme en vapeur. La vapeur, on l'utilise dans les cylindres, mais après, elle s'en va dans l'atmosphère. Donc le niveau de l'eau dans la chaudière, bah, forcément, il descend. Et il faut en permanence faire un complément d'eau pour avoir toujours un bon niveau. Et c'est pour ça qu'il y a le tender derrière, qui n'a qu'une certaine autonomie. Hein. Avec ces tenders-là, par exemple, les trains à l'époque, ils ne pouvaient pas faire Paris-Le Havre sans s'arrêter au moins à Rouen pour reprendre de l'eau, pour remettre dans le tender. Sinon, ils ne pouvaient pas aller jusqu'au bout, il n'y a pas assez d'eau. Hein, une Pacifique, ça consomme à peu près entre 12 et 15 000 litres d'eau pour faire 100 km. Et là-dedans, il n'y en a que 22 000 litres. Voilà. Ce qui est pour ça qu'il y avait aussi une chose sur Paris-Le Havre, comme sur Paris-Cherbourg, ce qui n'existait que là en France, c'était les prises d'eau en marche. Donc il y a une rigole large comme ça, à peu près, profonde comme ça, de 600 mètres de long à peu près entre les rails. Et le tender est équipé d'une écope. Et au moment opportun, en passant dessus, le chauffeur descendait l'écope et l'eau est montée par gravité dans le tender, comme les Canadair quand ils font le plein. Voilà. Et ça permettait à ces trains-là de faire Paris-Le Havre sans arrêt. Notamment pour les correspondances avec les transatlantiques et tout ça. Et nous avons toujours l'écope sur le tender. Mais bien sûr, on ne s'en sert pas. Hein. Sinon, on ramasserait que du ballast, nous. Puis bon, on a essayé, ça ne chauffe pas tellement. C'est pas très bon. Bien sûr, pour faire tous ces travaux-là, il faut du monde. Nous, dans l'association, nous sommes disons une bonne trentaine. Et à bosser sur le matériel, on est une bonne quinzaine. Et il faut ça, parce que ça fait beaucoup de travail. Et les plus jeunes ont une quinzaine d'années, c'est ça, monsieur? Alors on a, oui, on a un tout jeune qui est arrivé il n'y a pas longtemps, oui, il doit avoir une quinzaine d'années. Ah ouais. Et on a un plus ancien, qui je ne sais même pas trop si je ne vais pas me tromper en disant son âge, il doit avoir 87 ou 88, qui n'est autre que Henri Guillaume, le président fondateur du club. En 1983. Ouais, voilà. Mais qui est revenu quand on a attaqué les gros travaux de la machine. Il a dit bon les gars, je vais me racheter des bleus puis je vais venir vous donner un coup de main. Ah, c'est pas beau ça, un bel exemple. Ouais. Ah ouais, c'est super. Bah écoutez, il me reste tous à vous remercier, monsieur Racher, pour cette merveilleuse visite passionnante. Et puis bien sûr encourager tous nos amis donateurs ou ceux qui n'ont pas encore donné à participer à la nouvelle collecte dès qu'elle sera ouverte, je pense prochainement. Donc on l'a dit, sans doute avec deux volets, l'un pour l'achèvement de la restauration de la Pacifique 231 et la préparation de la 150P 13, et puis ensuite les essieux et bougies et autres travaux, essoufflés des voitures roulantes. Voilà. D'avance, je les remercie.